Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début d'été. Pendant les grandes vacances, je suis toujours là, fidèle au poste, pour vous proposer un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Kenzie, de son prénom Sarah, qui est comédienne, chanteuse, mais aussi autrice et compositrice de ses propres chansons. On en parle juste après dans l'épisode, mais avant, je vous invite, si ce podcast vous plaît, à le partager autour de vous et à vous y abonner. Un grand merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui font déjà voyager toutes ces belles interviews que j'ai eu l'occasion de réaliser. On continue sur cette lancée et de mon côté, je vous souhaite une très belle écoute. Hello ma chère Sarah, bienvenue sur le podcast. Et coucou, ravie d'être là en tout cas. Eh ben merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Comme on le disait tout à l'heure, c'est à Thiers, hein, c'est ça que tu habites? Non, ça c'était avant. 77, plus loin que Disneyland Paris. Ah oui. Seine-et-Marne, 77. Oui. Oui, c'est ça. Oui, j'ai un doute. Non, mais parce que moi-même... Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Magny-le-Hongre. Magny-le-Hongre. Ah, mais oui, Magny, oui, je vois. Je pense que sur une carte, je vois à peu près où c'est. Mais c'est vrai que, oui, comme on le disait tout à l'heure, Sarah, elle se déplace toujours pour venir voir ses amis, pour le travail à Paris. Donc, un jour, il faudra qu'on fasse dans l'autre sens. Oui, le prochain podcast, c'est chez moi, du coup. Eh ben, allez, on le note. Hein. Voilà, c'est enregistré, c'est en ligne comme ça. On peut pas se louper. On l'oubliera pas. Exactement. Bah, merci du coup d'être avec moi aujourd'hui pour faire cet épisode. Ça fait un petit moment déjà que j'avais envie qu'on puisse échanger toutes les deux. Ouais. Ce qu'on fait déjà beaucoup dans la vraie vie, vous vous en doutez. Et là, voilà, l'idée, c'est toujours avec les invités que je reçois, de le partager à une plus grande échelle. Donc, j'ai envie de tout simplement commencer par le commencement. Oui. Sarah, tu es belge. Tu as grandi en Belgique, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Comment tout a commencé, ton parcours artistique? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce qu'il y a des anecdotes Je pense que ça va être le parcours assez classique de beaucoup d'artistes, c'est-à-dire que ça m'a touchée petite. Mm-hmm. C'était un peu une évidence déjà dans la façon que j'avais de jouer. Ouais. Jouer à des jeux, oui. Pas jouer sur scène. Oui. En tant qu'enfant, tout simplement. En tant qu'enfant, ouais. Je sais que ma grand-mère disait aux gens « Oh là là, la petite, elle est extraordinaire, je lui ai acheté un petit téléphone. Et quand elle parle dans ce téléphone, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Et elle a des vraies grandes conversations. » Pourquoi ça m'étonne pas? Voilà, j'étais déjà pas toute seule dans ma tête. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Tu vois, jamais à court de discussion du coup, parce qu'il y aura toujours une autre personne pour répondre à ma place. Et puis j'imagine de l'imagination, une certaine créativité. Ah mais complètement. C'est ça aussi, c'est que je vais dire que j'ai baigné dans une famille d'artistes dans des branches différentes, hein, pas forcément les arts de la scène, mais mon grand-père était peintre. Donc déjà, il y avait ce truc où toute la maison était un peu... la maison de mon grand-père, c'était un peu son atelier. Ouais. Et donc, je me suis intéressée très tôt au dessin et à la peinture. Et puis, pendant les sessions de peinture, on écoutait toujours énormément de musique. Du jazz, de la musique classique, de la variété française. Moi, beaucoup de Disney. La petite touche. Ouais, voilà, la petite touche. Et évidemment, les sessions de spectacle au milieu du salon en chantant des Disney. Donc, voilà, c'était quelque chose qui était assez spontané et naturel et surtout vachement nourri et encouragé par mes grands-parents, déjà. Ouais. Mon papa était toujours musicien, donc bassiste, guitariste, faisait des percussions. Il y avait souvent des amis à lui qui passaient à la maison pour faire des jams. Donc, moi, petite, je jouais du djembé, du piano, de la guitare. Au feeling, hein, j'ai jamais été... je suis pas foutue de déchiffrer correctement une partition. Maintenant. Mais c'était présent, quoi, la musique, tout simplement. Ouais. Donc voilà, mes sœurs étaient dans la danse. Donc ça, c'est le truc, on va dire, que j'ai le plus effleuré. Ouais. Et c'est un peu un manque chez moi. C'est un truc que j'ai envie d'approfondir parce que je suis vraiment très touche à tout. Ouais. Mais donc, il y avait ce truc, cette effervescence artistique autour de moi. Et du côté de ma mère, pareil, elle faisait de la peinture, elle l'écrivait énormément. Elle, son vecteur, c'était l'écriture.
Elle faisait des recueils de poésie et en prose et en vers, et aussi le roman, quoi. C'était son style assez autobiographique et en même temps dans des récits, ouais, des choses de la fiction. Oui, voilà. Enfin, parce que bon, voilà, j'aborde ça vite fait ici, mais ma maman était malade. Hein, elle souffrait de schizophrénie. Et je pense que l'écriture a été un immense vecteur pour elle, un truc qui lui a permis de canaliser et de sortir beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour moi, elle n'est plus là aujourd'hui, mais c'est super intéressant et touchant pour moi de lire. D'avoir encore ses écrits. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes comme c'est précieux. Ouais. Et c'est vrai que l'écriture, en plus, tu sais aussi que ça fait partie de mes grandes passions, mais c'est vrai que on en discutait avec Sophie, que tu connais bien aussi. Ouais. Notamment, on parlait d'écriture intuitive. Et en fait, c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de vertus qu'on va aussi peut-être découvrir encore plus à l'avenir, mais à l'écriture. Et donc, dans ce que tu racontes, ça s'illustre bien aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est chouette, ouais. Et donc, voilà, disons que petite, c'était sûr que j'allais emprunter un chemin artistique, lequel je ne savais pas encore. Oui, c'était plus ça, finalement, la question. L'artistique, en soi, c'était une évidence. C'était évident. Mais quoi après, dans l'artistique Alors, je suis une grande amoureuse de la scène, mais je vais te dire qu'à l'heure actuelle, pour moi, cette question, c'est pas que j'y ai toujours pas répondu. En fait, j'ai envie de me laisser la porte ouverte de toucher à tout. Même si je trouve que c'est assez difficile de se diversifier en France, il y a un truc où il y a beaucoup de cases et il faut être dans des carcans. Bon, ça, voilà. Oui, on évite, entre guillemets, étiqueter un truc. Et puis bon, après, voilà, si tu veux faire autre chose, peut-être qu'on va te regarder un peu voilà, en disant qu'est-ce que tu fais C'est presque une tare, en fait, de faire plein de trucs ici et de pas pouvoir dire « Ah, ça, c'est une chanteuse, ça, c'est un écrivain, ça, c'est... » Alors que voilà. C'est vrai qu'on peut avoir ce truc où du coup on va se dire les gens vont pas savoir dans quoi entre guillemets me classer. C'est marrant, on a l'impression qu'on est des étiquettes dans un truc de bibliothèque comme et de se dire en fait ce qui pourrait être une richesse va devenir un handicap presque. C'est ça. Alors que ça me sidère un peu parce que on demande très souvent d'ailleurs c'est une question qu'on m'a posée très souvent en tant que chanteuse qui ça fait une plombe que je bosse sur mon EP. Il va falloir que je le sorte un jour. On aura l'occasion d'en reparler parce que moi, je suis très curieuse aussi d'en apprendre plus là-dessus. Ouais. Donc, évidemment, les premières questions, ça a été tu chantes quel style de musique et qui sont tes inspirations, mais tes inspirations dans le sens à qui tu voudrais ressembler. En fait, je veux ressembler à personne. Et j'ai pas l'impression qu'on demande à un acteur ou une actrice quel est son style de jeu, même si des fois on va enfermer des personnes dans la case comédie ou machin. C'est vrai. On a quand même plus le droit de se diversifier en acting. Tu peux passer du drame à la comédie, à la tragédie, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, alors qu'en chant, tu dois répondre à un truc hyper noir ou blanc en plus c'est intéressant. Oui, mais voilà, mais en plus j'allais dire moi qui suis métisse, forcément je fais du R&B, bien entendu. Je fais du R&B ou de la soul, qui sont des musiques que j'aime énormément et dont les styles inspirent les miennes et inspirent le mien et se mélangent. Mais alors, quand je dis aux gens que moi, ma musique de prédilection, c'est le métal et le rock, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Là, d'un coup... Et oui, les gens ne s'y attendent pas. Oui. C'est hyper juste ce que tu dis. Et moi, ça me fait penser, là, comme ça, j'ai l'exemple de Beyoncé quand elle a sorti son album Country, où effectivement, il y a un truc où la country, évidemment, c'est très populaire aux États-Unis, mais on attribue ça plutôt aux personnes blanches et pas aux personnes racisées. Qui plus est, Beyoncé, effectivement, pareil, c'était une artiste qui était énormément associée au registre de la soul, du R&B, de l'urbain, finalement. Et la country, on est sur un autre univers. Et c'est vrai que tout de suite, ça a pu faire, entre guillemets, jaser. Et Mais tu vois, c'est marrant, ce truc que tu parles de Beyoncé, parce que
alors si je dis pas de bêtises, quand même pas mal d'années avant, quelques années avant, il y avait, que je dise pas de bêtises, c'était Lil Nas X, son nom, qui avait sorti Nanana on the Old Town Road. Tu vois, c'est vrai. Et qui était avec sa tenue qui était un mec noir, queer, en cow-boy de la tête aux pieds, qui est au, je sais plus si c'était au, enfin c'était une cérémonie de Ward, ça devait être les Grammys, où il était arrivé en full pink. Cowboy, et il avait pris tous les codes de la country et ça avait jasé à l'époque, mais c'est comme s'il y avait eu une sorte d'amnésie collective quand il y a eu Beyoncé après qui a sorti et c'était le même discours en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu les mêmes réactions, comme si à nouveau on se pose des questions qu'on s'était Il y a eu une double vague pour moi. Il y a eu la vague effectivement de réactions un peu bêtes de la country appartient aux personnes blanches finalement. C'est vraiment American blanc white America et en même temps il y a cette espèce d'immunité culte Beyoncé mais comme c'est Beyoncé, ça passe 100 fois mieux que Lil Nas. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi ce truc où Beyoncé, finalement, comme c'était un peu Queen Bee, finalement, elle pouvait s'attaquer à tous les styles et ça lui irait toujours. Et effectivement, d'autres artistes qui ont peut-être pas la même notoriété n'auront pas, entre guillemets, les mêmes passe-droits. Oui, c'est ça. Ouais, c'est je comprends. Je comprends. Voilà. Et du coup, oui, toi, dans ta musique, que ce soit finalement à l'origine quand tu étais enfant ou ado, et maintenant, il y a ce truc où tu as eu justement diverses sources d'inspiration et tu n'as pas voulu rester cantonné, comme ce que tu disais, à un style précis. Mais en fait, c'est juste une question qui ne s'est jamais posée jusqu'à ce que je me retrouve confrontée au milieu et que ça devienne mon métier. Alors là, je suis beaucoup plus sur scène, c'est beaucoup plus les arts de la scène, la comédie musicale, le théâtre, etc., mon registre. Mais j'ai aussi collaboré avec des labels. Et en étant confrontée aux labels, je me suis dit, ah merde, là, je dois me poser les questions de quel style de musique je fais. Alors moi, ma réponse là maintenant, ce serait alternatif qui me correspond le plus. Sauf que le style alternatif ici, c'est pas vraiment... Enfin, c'est très niche encore. C'est pas un truc très répandu en France. Je dirais en Angleterre ou aux States que voilà, je mélange des univers et si j'ai envie de foutre du métal plus du hip-hop plus puis sortir un son de variété, ça posera beaucoup moins de problèmes. Ici, je me suis dit il va falloir que je fasse un choix et ça a été le questionnement de mon EP justement qui s'appelle Clair Obscur d'ailleurs. Et justement, je me suis dit, je vais quand même essayer de jouer sur ce contraste qui fait partie de moi. Je veux que la personne contrastée que je suis existe dans l'art que je produis. Oh là là, j'adore ce que tu dis. Mais oui, c'est fou. En plus, moi, du coup, oui, contraste, clair-obscur, noir-blanc. Tu parles du métissage. Moi, forcément, c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup et qui me touche. Et je trouve ça hyper chouette d'être allé au bout de cette démarche et que ce soit... pour moi, finalement, c'est ça, être artiste aussi. C'est juste partir de qui on est et tiens, qu'est-ce que je fais de ce que je suis ? Comment je vais pouvoir le présenter au monde ? Et comme tu dis, effectivement, il y a peut-être des pays où il y a une ouverture, même sur la diversité des genres musicaux, des personnes qui les chantent, etc. Et oui, je peux que être fan de ta vision des choses. Et alors justement, comme on disait donc, que tu viens de Belgique, donc tu as grandi vraiment là-bas, c'est-à-dire qu'enfant, ado, tu as passé toute ton enfance en Belgique. Oui. Tu venais d'où exactement en Belgique ? Alors moi, je suis née dans la petite ville de Namur, sauf que j'ai grandi dans un tout petit village qui s'appelle Grand-Lay. C'est le village de mes grands-parents et j'ai vécu entre Grand-Lay et Sauvenière. C'était un village voisin. C'est là où vivait mon papa à l'époque.
Et donc, j'ai fait la première partie de ma scolarité, enfin de la petite enfance jusqu'à la préado, on va dire, à Grandlay. Puis, à chaque fois, j'ai migré vers une ville plus grande. Ah oui, donc, d'accord. Je passais de Grandlay à Gembloux, qui était la ville voisine, puis de Gembloux à Namur, puis de Namur à Liège, Liège, Bruxelles, et Bruxelles, Paris. C'est l'entonnoir, mais dans l'autre sens, oui. quoi. Voilà. Et du coup, donc, tu t'es aussi formée en art de la scène en Belgique. Oui. Et ça, c'était... comment ça s'est fait ? Parce que, donc, effectivement, avec les nombreux invités... non, c'est dans l'autre sens que j'allais dire. Dans les invités que j'ai eus, nombreux ont été... en fait, la question s'est tout de suite posée pendant le lycée, généralement. C'est parfois après aussi. Mais il y a quand même cette question un peu qui arrive de... je sens que j'ai un attrait pour ça. Est-ce que j'en fais mon métier ? Oui, non, je ne sais pas si c'est accessible. Comment ça s'est passé pour toi, cette réflexion sur le fait de se professionnaliser dans l'artistique ? Alors, je pense que... Alors, c'est très drôle parce que même en venant d'une famille artistique, il y a évidemment eu ce débat de « il faut que tu trouves un vrai métier ». Et voilà, il est là. Donc, et en même temps, j'entends, mais je suis très, très heureuse de prouver aujourd'hui que j'exerce un vrai métier, finalement. Oui, n'est-ce pas ? et que j'ai eu raison de persister là-dedans. Mais il y a cette peur de l'entourage, de l'instabilité, de l'incertitude, etc. Mais disons que, alors en Belgique, on n'a pas le même système scolaire. Enfin, c'est pas dans le même sens et je m'en mêle les pinceaux avec les comparatifs en France. En France, donc première et deuxième année en Belgique d'études, ce qu'on appelle les humanités. J'ai fait les humanités qui étaient générales en première et deuxième. Et première et deuxième, tu as 12 et 13 ans. Ouais. À partir de ce moment-là, ça c'était, j'imagine, comme ici, tu fais des maths, des sciences, du matières français, un peu classiques, voilà. Sauf que je me suis évidemment distinguée sur les exercices d'éloquence, de théâtre, les petits trucs qui arrivent très souvent en cours de français et qui a toujours été ma matière préférée parce que je suis littéraire. Et en fait, c'est un de mes professeurs de français. Alors, on avait déjà fait la remarque des années auparavant à mes parents et grands-parents, mais en deuxième année, donc quand j'avais 13 ans, Monsieur Radley a dit à mes grands-parents je pense que ce serait intéressant d'emmener Sarah vers des études artistiques. Oh, c'est bien aussi quand c'est super cool. Un professeur comme ça qui... Ouais. Parce qu'on sent que c'est vraiment là-dedans qu'elle brille et qu'elle s'épanouit. Et je trouve ça super cool, surtout en se disant que finalement, c'était il y a des années. Donc c'est très cool qu'il ait eu cette mentalité et cette ouverture-là. Ouais. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé... Il y avait un examen d'entrée, je pense, pour intégrer un conservatoire à Namur. D'accord. C'était un mélange de cursus, c'est-à-dire qu'on avait un cursus semi-général et artistique. Donc on était mélangés avec des gens qui étaient en sciences et maths, par exemple. Et puis tu avais nous qui étions les étudiants de ce qui s'appelait la section français parlé. Et donc on avait les matières générales et puis à côté des examens et des cours de déclamation, théâtre, diction. Voilà, ça c'était la première partie. Donc ça c'était pendant mon adolescence. J'ai eu un ras-le-bol. Ouais. En fait, j'ai fait que je dise pas de bêtises. J'ai fait ça jusqu'à ma 5e année. Et en 5e année, je me suis dit... Ouh là là, les théâtreux, je peux pas me les voir. C'est drôle, ça. Il y a trop d'ego pour moi. Ouais. Déjà là. Alors, il faut savoir que cette pensée m'a suivie et me suit encore actuellement. Mais alors, l'ego, c'est un sujet. C'est un sujet. C'est un vrai sujet. On en parlera. Ça m'intéresse. Voilà. Mais donc, déjà, à cet âge-là, j'ai eu ce truc de « Oh là là ». Ça me gave. C'est pas ça ma perception de l'art. Et donc, revirement totalement
inattendu, on va dire, j'ai repris cette filière du métier classique et je me suis dit, allez, moi j'adore les langues, le voyage, machin, je pars en section d'agent d'accueil en tourisme. Ok. D'agent d'accueil et tourisme. Et donc là, j'ai appris l'italien, l'anglais, le néerlandais. C'est obligatoire, le néerlandais en Belgique. Et surtout à créer des formules de voyage. J'ai été formée à être hôtesse de l'air et hôtesse du sol. D'accord, je savais pas tout ça. Wow. Donc ça, c'est une autre vie que j'ai aimée. Parce que j'imagine que ça devait être en tout cas enrichissant et intéressant. Oui, et c'était marrant parce que du coup, j'ai vécu des events artistiques, mais de l'autre côté. C'est-à-dire du côté organisationnel ou dans l'accueil, justement. Et donc, je regardais ce milieu que je voulais fréquenter de loin en me disant « Ah là là, j'ai croisé X personnes connues parce que j'ai bossé sur des festivals du film, etc. Ouais. Donc, en fait, on a croisé beaucoup de gens en faisant ça. C'était des gros events et c'était marrant de le vivre comme ça. J'ai obtenu mon diplôme. Et à mes 18 ans, du coup, je me suis dit, en fait, le théâtre quand même et la scène, ça me manque. Et donc, j'ai passé l'examen d'entrée au Conservatoire Royal de Liège. Ouais. J'ai été admise, j'y ai passé 4 ans, j'ai obtenu mon master, j'ai appris énormément de trucs parce qu'il y avait une formation physique, vocale, théâtrale, mais on a touché à tout, de la farce, de la tragédie, du jeu cinéma, c'était dense. Ouais, j'imagine. C'était vraiment dense et je vais pas mentir, ça a été très en dents de scie, le temps de me trouver. Ouais. Et je pense que même en sortant du conservatoire, je m'étais pas encore trouvée artistiquement, je veux dire. Je me rappelle que des profs du conservatoire me faisaient comme retour, tu sais, on avait des examens, des présentations publiques, etc. Ouais. Et ils disaient, Sarah, on ne sait pas qui tu es encore. Parce que c'est vrai qu'il y avait des projets sur lesquels j'allais exceller et d'autres, j'allais passer mais totalement à côté. Parce que j'avais encore ce truc-là de... comment dire, si ça me parle pas ou si humainement ça matche pas avec le metteur en scène ou la metteuse en scène ou machin, je m'investis pas. Oui, d'accord. Ce qui n'arrive plus du tout maintenant parce que je fais totalement la part des choses et que le travail c'est le travail et que surtout j'ai cette envie de porter les projets auxquels je participe et qu'ils fonctionnent. Qui fonctionne et que tout le monde passe un bon moment, peu importe les affinités ou pas d'affinités. Enfin voilà, et on a tous et toutes fait des projets qui nous parlaient sans doute moins que d'autres. C'est pas pour ça qu'il faut leur chier dessus. Bien sûr, de toute façon c'est un métier, il y a tellement de choses, de possibilités, et puis c'est un peu une grande aventure où quelque part, on sait pas toujours aussi dans quoi on s'engage. Des fois il y a des bonnes surprises, des fois il peut y avoir aussi des moins bonnes surprises. Oui. Et là, du coup, donc, dans ce conservatoire, donc tu disais, c'était... tu as passé combien de temps ? T'avais quel âge ? 4 ans. 4 ans, okay. Donc, 4 ans, j'en suis sortie. En fait, j'ai fait une pause entre mes études de tourisme et le conservatoire. Ouais. Donc, je suis arrivée à 19 ans au conservatoire. Okay. Et j'en suis sortie à mes 23, 24. D'accord. 23. Ouais, donc c'est intéressant aussi cette remarque sur finalement qui on est, sur se chercher aussi artistiquement, parce que c'est un peu, pour moi, la vingtaine, une période où on se construit aussi déjà en tant que personne. Donc fatalement, dans l'artistique, ça doit aussi être un peu la même chose, j'imagine. Ouais. Oui, complètement. Enfin... en plus de ça, j'étais plutôt rock'n'roll. Aussi. Donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'était pas bien loin. Il y a les tumultes de la vie qui se mélangent avec la rigueur des études et le côté hyper demandeur d'un conservatoire. Enfin, parce que c'est... Vraiment, je le répète, c'était dense. Ouais. C'était dense. Mais je regretterai jamais parce que... Il y a des trucs que je ne comprenais pas à l'époque qui me sont apparus de manière totalement limpide un jour.
où j'étais sur scène, où je me baladais. Enfin, d'un coup, par exemple, au conservatoire, ils n'arrêtaient pas de nous répéter « Soyez dans l'ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant ». Et je comprenais pas, parce que dans ma tête, j'étais là, mais je suis là. Je suis là. Je vous assure que je suis là. Je vous assure que je suis là. Et en fait, non. Avec le recul, non. Je n'étais pas là. Je me regardais jouer. Je jugeais ce que je faisais. Je fabriquais des choses, etc. Alors que maintenant... Ça, je pense que c'est des choses, on est tous passés, voilà. même encore maintenant. C'est des... Je pense que c'est un peu ça, je sais pas comment toi tu le vois aujourd'hui, mais des espèces de réflexes aussi humains, parce que je me demande si dans la vie, c'est pas aussi comme ça qu'on fonctionne. Oui. On est rarement dans l'ici et maintenant, on est toujours à se demander quelle est ma prochaine... on anticipe les scénarios catastrophes, ma prochaine galère, mon prochain truc, et mon train qui est à tel... La vie, en plus, va très vite, donc je pense qu'il y a un peu... Ouais, on subit finalement dans l'artistique ce qu'on subit aussi dans la vie, quoi. Mais tu sais que c'est drôle que tu parles de ça parce que ça, c'est un fonctionnement que j'ai totalement déconstruit là sur l'année et demie qui vient de se passer. On va dire ce truc de projeter mon existence. C'est bien. C'est chouette. Parce que c'était vraiment une source de déprime, d'angoisse. C'est clair. C'était monstrueux et je n'étais jamais dans le présent. Je me disais, ah mon Dieu, j'ai dit ça, j'aurais dû dire ça, je devrais faire ça, j'aurais dû ceci, il a réagi comme ça, elle a fait ci. Et en fait, c'est des cogitations et des cogitations qui se terminent pas. Insupportables. Parce que le cerveau devient... Dans ces moments-là, en tout cas chez moi, mais je pense chez beaucoup de gens, un ordinateur qui surchauffe, c'est ça. Où tu ne fais que faire tourner les possibilités, les hypothèses, et les événements passés. Oui, complètement. En fait, je pense que c'est quelque chose peut-être qui te parlera, mais dans l'aspect, en tout cas dans ce que je lis aussi en spiritualité notamment, notre cerveau, le mental n'est pas fait normalement pour être aussi... stimulé de cette façon-là, c'est-à-dire à être autant utilisé en tant que vraiment, on va dire, corps mental. Et c'est là aussi où, à titre personnel, je trouve que la spiritualité apporte énormément de choses parce que ça nous permet de sortir de ça. Notamment, je parle d'un exemple assez, la méditation, c'est un des exemples, mais il y en a plein d'autres. Je pense que l'artistique, quand on joue aussi, on vit ça. Ouais. Mais ça nous remet dans cet ici et maintenant où en fait, on peut juste... appréhender la vie et les choses de manière différente qu'en faisant tourner sa matière grise comme ça, sur des choses en plus qui à un moment donné deviennent stériles aussi, parce que ça ne nous apporte même pas de réponse, ça nous crée juste des émotions qui ne sont pas franchement agréables à vivre et qui en plus restent à l'intérieur parfois, parce qu'on ne va pas forcément en parler, ou on ne va pas toujours aller se défouler physiquement aussi pour les faire sortir. Donc au bout d'un moment, comme tu dis, ça surchauffe et ça explose, quoi. Oui. Ou alors ça implose et ça fait pas forcément du bien non plus. Moi, j'avais tendance à imploser. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est pas joyeuse, mais qui... il y a eu un jour, une fois, où j'ai pété les plombs. J'étais vraiment surmenée émotionnellement, dans des cogitations non-stop. Et... j'ai tellement pété les plombs que j'ai hurlé en gardant la bouche fermée. Et je me suis fait exploser tous les vaisseaux sanguins du visage. Oh, waouh, d'accord. Tout ça pour dire que ce truc d'implosion s'est vraiment manifesté physiquement. Il y avait un trop-plein et en fait, je suis quelqu'un qui, en tout cas avant... maintenant j'ai trouvé 10 000 façons d'extérioriser et tout est beaucoup plus fluide avec tout le monde et tout le monde le vit très bien finalement, donc si des personnes sont concernées par garder trop en soi, laisser sortir, vraiment ça fait un bien fou et c'est souvent bien reçu. Oui, il faut s'autoriser en tout cas, parce qu'à un moment donné on se fait plus de mal que de bien en gardant tout, ça, c'est complètement sûr. Et vu que moi j'ai cette hantise, en tout cas, j'avais cette hantise de faire du mal aux autres. Je comprends ça. J'avais tendance à renvoyer tout, à garder en moi. Et si je devais exploser, c'était sur moi. C'est toi qui allais prendre, finalement. Oui, c'est moi. C'est déjà arrivé que j'explose vers l'extérieur, mais c'est tellement horrible pour moi, en fait, de vomir
mon mal-être ou mes frustrations ou ma violence sur les autres. Comme je te comprends, je me sens tellement concernée par tout ce que tu racontes. C'est vrai que oui, il y a un truc, je pense, où quand effectivement on se rend compte aussi que dans notre société, dans la façon de vivre, même en tant qu'être humain, on a besoin aussi des autres, on a besoin... où on croit qu'on a besoin d'être accueilli par le groupe, validé. Ça, c'est un peu des vieux réflexes aussi de l'homme préhistorique qui a besoin de sa communauté pour survivre. Mais du coup, je pense qu'on a gardé ce système où on va tout faire pour que les autres ne voient pas à quel point parfois on peut être imparfait. Et moi, c'était mon cas. Je me suis cachée dans une espèce d'apparence comme ça, un peu lissée, un peu exemplaire, mais sur le papier, alors qu'à l'intérieur, mais comme on dit, j'en pensais pas moins, où il se passait beaucoup de choses. Et tu l'as dit, ce truc où à un moment donné, en fait, juste tu n'as plus le choix, et ça dégueule, parce qu'en fait, t'as trop gardé. Parce que le contenant, il est complètement plein. Et ça. En plus, ce qui est très drôle, c'est ce truc de lisser justement nos personnalités pour correspondre à une soi-disant perception du groupe, alors que finalement, en tout cas moi je m'en rends compte maintenant, c'est en étant soi-même, totalement soi-même, qu'on se fait intégrer vraiment dans le groupe. Alors évidemment ça va pas matcher avec tout le monde, vrai, ça. Mais justement on s'en fout de matcher avec tout le monde. Le tout c'est de matcher avec les personnes qui ont une énergie, une dynamique qui peut être différente, mais on se retrouve dans des similitudes. On a qui nous correspondent. Voilà, tu attires tes gens, finalement. Et ton cercle devient un cercle hyper porteur et hyper positif. Enfin, moi, je me sens vraiment dans un cercle vertueux, là. Même si 2026, on en reparle. Mais je pense que c'est une année un petit peu qui commence... Moi, je dis c'est l'année des béliers, c'est-à-dire que ça part sur les chapeaux de roue. Oui. Je sens, alors après, voilà, c'est vraiment mes ressentis à l'instant T où on tourne ce podcast. Je sens que ça va amener énormément de positifs. Complètement. Pas forcément là dans l'immédiat, mais voilà. Mais c'est sûr que ça dépote et on le sent un peu passer. Ah oui. Mais alors j'ai exactement le même ressenti que toi. Par contre, c'est que c'est un peu là c'est la tempête avant la calmie. Voilà, exactement. Le calme avant la tempête, là c'est la tempête avant le calme. Avant l'éclaircie. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'éclaircie à certains niveaux, parce que je pense que les années à venir nous réservent pas. En fait, pour moi, il y a 2 axes. Je pense que personnellement, il va y avoir de très belles choses. Que effectivement, tout ce bordel là actuel, cette électricité, ce truc hyper chamboulant, ça va amener des très belles choses individuellement. En tout cas, je parle de nous là, voilà. Je pense par contre que mondialement, etc., on va pas forcément vivre les plus belles années de nos vies, quoi. Parce que là aussi, il y a un système qui, à un moment donné, arrive à ses limites aussi. Donc, je pense qu'il y a un nettoyage qui va devoir se faire, malheureusement, et qu'on commence déjà à voir. On commence déjà à voir des choses qui sont complètement insensées. Et on se dit, mais où on va aller avec tout ça, en fait ? Qu'est-ce qui nous attend ? Et c'est là aussi où je suis très contente de te recevoir, par exemple, aujourd'hui, parce que je sais que il y a énormément moi je les appelle les belles âmes dans ce monde, mais même à notre échelle, ici, dans notre petit milieu parisien du spectacle, etc., il y a déjà énormément de personnes qui œuvrent pour des causes, pour des choses, tant sur l'aspect artistique que sur l'aspect bien plus large que l'artistique. Et c'est aussi pour ça que le fait comme ça d'échanger entre nous, déjà de se partager, que ce soit nos peurs, nos ressentis, les choses aussi qui nous ont fait évoluer, et chaque invité apporte tellement de belles choses, des expériences, des anecdotes, et je me dis mais en fait on a énormément fait de chemin. Moi c'est à ça que j'ai envie de croire, hein, clairement, c'est aussi pour ça que je me dis voilà, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça, et justement je sens que tu es quand même aussi dans ce don-là, en tout cas, de soi, mais dans le côté vraiment positif, quoi, de j'apporte ce que j'ai pu comprendre. Ah, mais c'est certain. En fait, pour moi, l'art est politique, entre guillemets, et il est vital. Enfin, l'art, les artistes
sont essentiels au bon fonctionnement. Ça paraît hyper mégalo de dire ça, mais entendons-le dans le sens où on est, encore une fois, les vecteurs de messages d'une parole, pas unique, mais d'une parole, d'une forme de magie. Tout à fait. Parce que pour moi, rien n'est... Les choses ne sont pas indissociables. C'est-à-dire que tu peux être dans le divertissement, mais le divertissement peut être politisé. C'est pas parce que, par exemple, ton art est politisé qu'il est forcément chiant ou élitiste, ou et que le divertissement, c'est tu n'as aucune opinion sur le monde, ou tu n'as, parce que j'en parle parce que c'est des trucs qui me viennent aux oreilles de temps en temps, cette espèce de dualité entre ah non, moi je fais de l'art pour divertir, et ah non, moi je fais de l'art qui est politique. C'est fou que tu dises ça, parce que je crois que c'était une des questions que j'avais posées à Anel Charfi, donc qui est auteur d'un spectacle et qui est aussi ingénieur du son, ingénieur light surtout, qui fait aussi un peu de son, mais qui est musicien. Et en fait, je lui avais posé cette question: est-ce que l'art doit divertir, ou est-ce qu'il doit transmettre un message? Et c'est fou, parce que là, quelque part, c'est aussi de ça que tu parles, en fait. C'est que finalement, c'est les deux. C'est les deux. Ouais. Alors, je dis pas que ça doit être constamment les deux. Moi, je sais que dans mon idéal, c'est bien si c'est constamment les deux, dans ma façon d'aborder les choses, dans les créations que j'ai pu mettre en place ou auxquelles j'ai pu participer avec les troupes que j'ai eues ou les troupes desquelles je fais partie encore actuellement. C'est bien quand ça s'entremêle, quand on arrive à amener justement ce truc de c'est divertissant pour les gens, et en même temps on a dit quelque chose avec lequel ces personnes vont pouvoir repartir, et ça va pouvoir décanter et peut-être créer un élan de quelque chose. C'est vrai. Voilà, pour moi c'est lié, mais je ne suis pas là à pointer du doigt. Pour moi c'est totalement non constructif de se pointer du doigt mutuellement et de pas porter ensemble quelque chose, que la profession soit pas unie là-dedans. Il y a aussi beaucoup ce truc-là de moi je fais ça c'est mon secteur est mieux que le tien, ou a plus de sens que nanana. Voilà. Ouais, c'est les fameuses étiquettes, voilà. les petites cases comme ça dont on parlait tout à l'heure. Et alors, si je reviens du coup sur ton parcours avec l'artistique, justement, donc tu disais que tu étais sortie du conservatoire à 23, 24, 24 en fait, 24, donc je pense que j'y suis rentrée à 20. À 20 ans, ouais. T'as fait une autre formation oui. C'est ça? Alors, je te pose la question parce qu'il me semble que j'étais au courant, et comme après, t'as parlé de Bruxelles. Ouais, tout à fait. Je me suis dit, je crois qu'il y a encore aussi un épisode, à mon avis, où il y a encore 2 épisodes. Il y a encore 2 épisodes. Il y a plein de saisons avec Sarah, c'est encore mieux qu'une série Netflix, quoi. Alors, moi, il faut savoir que j'ai été j'avais pas envie de lâcher l'école, quoi. Ouais, c'est bien l'école, on apprend des choses, on est avec des gens super aussi, quand on tombe sur des promos où il y a des belles amitiés aussi qui se créent. En fait, j'ai eu des contrats pro, soit entre mes cursus, soit en parallèle de mes cursus. Mais je sais que j'avais ce truc de je veux pas quitter le nid. Je comprends. Donc et donc, vu que j'ai toujours été très attirée par la musique, le chant, etc., j'ai intégré une école de comédie musicale que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie de lui faire de la pub, parce que j'en ressors avec de très bonnes choses, mais il y a eu aussi des choses vraiment pas très heureuses, et encore c'est un euphémisme, mais je me doute. voilà, et on le sait, ce qui peut se passer dans les écoles de comédie musicale. C'est ce que j'appelle le flou artistique. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça, c'est sous couvert du fait que ce soit de l'art. Ouais. Il y a plein de choses qui sont peu
il y a très peu de règles, en fait, de normes sur ce qu'on fait faire aux élèves, notamment en cours de théâtre. Ah oui, non mais... Ce qu'on parfois impose aussi à des jeunes, souvent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont parfois mineurs aussi. Quand ils des personnes extrêmement malléables. Exactement. Voilà, et en plus, je vais y ramener un autre sujet, mais bon, on en a vu beaucoup, des directeurs exercer leur ascendant sur les élèves plus jeunes. Et dans différents types d'écoles, sur différents types de choses aussi, que ce soit sur le corps, sur l'alimentation, le poids, que ce soit sur, par exemple, l'aspect d'intimité physique, comment on gère ça, comment on encadre ça. Moi, je trouve ça assez aberrant qu'il n'y ait pas plus de... je sais pas, après, peut-être que je suis mal renseignée, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de cadre juridique dans les écoles pour permettre aux élèves d'être en sécurité, au moins là-dessus, quoi. Oui, mais parce qu'on est dans le secteur privé en plus, donc il y a tout ce flou-là. Et déjà, ce que tu as soulevé existe. Il y a aussi, en tout cas moi je sais que je l'ai vécu, il peut aussi y avoir une remise en question de la nature même de la personnalité ou de la voix de quelqu'un. Moi je sais que j'ai pu entendre, notamment dans cette école-là, et après ça a changé, au sein même de cette école, mais... t'as pas une voix comédie musicale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et pour moi, ça induit aussi à ce que j'ai pu observer, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement un espèce de formatage aussi. Moi, ça revient un peu à ça, quoi. Non seulement ça veut rien dire, et puis ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif, c'est de correspondre à... expliquez-nous, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui porte à confusion, là. C'est ça. Moi, je sais que j'ai naturellement un grain sur la voix qui est plus ou moins marqué, qui est beaucoup moins présent, on va dire, en tout cas inconsciemment maintenant, parce que je le dose, tout simplement. Je l'utilise comme j'ai envie de l'utiliser. Mais je sais qu'il y a eu des années où je me disais « Oh mon Dieu, j'ai pas une voix super lisse, un timbre très clair et fin, et donc j'ai pas du tout ma place. » On me faisait que chanter des trucs hyper graves tout le temps. Et c'est pas grave. Réductrice, oui, finalement, tu vois. parce que c'est pareil. Donc on a un grain, ça veut dire qu'on peut pas aller dans les aigus. Voilà, c'est ça, qu'on est, assigné à une seule tessiture. C'est très très réducteur, encore une fois. Mais en soi, heureusement qu'en parallèle, j'étais dans une école du rock, on va dire, dans laquelle travaille mon papa, qui s'appelle la Rock School, et qui est super parce que c'est une école qui permet à monsieur et madame tout le monde, disons, aux personnes qui n'ont pas fait de solfège, etc., de se familiariser et de jouer de la musique et de chanter. Et donc, comme son nom l'indique, c'était plus axé rock à la base, mais avec les années, ça a énormément évolué. Et maintenant, c'est beaucoup plus pop. J'ai enseigné d'ailleurs dans cette école. J'ai coaché des groupes, etc. Et c'était vraiment très très cool. Ça m'a amené dans un autre aspect. Moi qui suis touche à tout, c'était super. En plus aussi d'être jeune et d'enseigner à des personnes qui avaient des âges... voilà, cliché, mais de 7 à 77 ans, quoi, tu vois. Oui, il y avait une grande... Il y avait des... Donc, tu côtoies des... Et en plus, c'est ma passion de travailler avec des gens dont ce n'est pas le métier. Et en fait, qui font ça par pur plaisir. Alors, bien sûr, c'est pas toujours parfait. Bien sûr, la technique est pas toujours immense, etc. Mais en fait... la connexion au plaisir, moi-même, je sais que ça remplit ma jauge et ça me rappelle ce que c'est de chanter par plaisir. Et pas parce que c'est notre travail. Parce que ça, c'est une chose dont il faut parler aussi. C'est qu'on peut complètement... Moi, ça m'est arrivé. Là, je me suis retrouvée artistiquement. Pareil, sur cette dernière... sur ces 2 dernières années, mais j'ai envie de dire que j'ai eu 3 ans, 4 ans d'errance à me perdre
à me dire je sais plus chanter, j'ai plus de personnalité. Enfin, je m'habillais même plus comme j'aimais m'habiller. En fait, je m'étais, si ça fait sens, dépersonnalisée, quoi. Ouais, enfin, complètement. Bah surtout, en plus, en tant qu'artiste, ça, nous, on le ressent vite, quoi, quand on a l'impression qu'on n'est plus vraiment nous-mêmes, qu'il y a quelque chose dans ce qu'on faisait naturellement quand on était plus jeune. Et là, on se dit, mince, c'est plus là. Parce qu'il y a effectivement ces contraintes de, voilà, j'ai tel et tel contrat où on me dit de faire ci, de faire ça. Forcément, on s'adapte. Mais du coup, oui, nous, ce qu'on aime, entre guillemets, vraiment faire. Alors, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait sur les contrats. Généralement, on aime beaucoup aussi ce qu'on fait sur les contrats. Mais c'est souvent, c'est au service aussi de quelque chose, d'un personnage, d'un spectacle. Et je pense que chez beaucoup d'artistes, en tout cas chez toi sûrement, il y a aussi ce besoin de nourrir l'artiste qui est nous, en fait. Nous, en tant qu'artiste solo, quelque part, si je puis dire comme ça les choses. Je sais que... Enfin, là, je suis désolée, je digresse tout le temps. Mais moi, j'adore. Tu es là pour ça, finalement, Sarah. C'est super. Parce que je me dis, j'espère que les gens vont suivre parce que j'ouvre T'inquiète pas. De toute façon, non, mais là, tu vois, finalement, on avance petit à petit et c'est génial parce qu'il y a tellement de choses, en fait. C'est des sujets qui sont riches. Et puis, et c'est aussi, voilà, la richesse de Sarah, c'est ça aussi, c'est toutes ces expériences et cette vision des choses que moi, j'adore et je suis fan. Donc voilà, trop chou. Continue à digresser, j'adore. mais oui, je sais que pour moi, c'est toujours très important. Et je pense d'ailleurs que c'est les moments où je me suis perdue, c'est quand j'ai arrêté de créer par moi-même. Quand j'ai arrêté d'écrire même des moitiés de chansons, quand j'ai arrêté d'enregistrer des mélodies sur mon téléphone dans le métro, quand j'ai laissé ma basse en Belgique, quand j'ai arrêté de me dire mais je peux porter ça comme vêtement, parce que ça aussi pour moi ça fait partie. Vous ne me voyez pas, mais les tenues et l'esthétique, c'est vraiment des choses. C'est un peu mon art aussi. Oh oui, alors c'est ce que j'allais dire. Là j'ai mon petit cahier avec mes petites notes. Évidemment qu'il y avait toute une question sur la mode, sur le style, parce qu'il faut savoir que Sarah, c'est un monument, la mode, finalement. C'est-à-dire que c'est très présent chez toi. Oui. Et mais même dans le maquillage, effectivement, j'ai la chance de la voir. J'ai un petit peu plus de chance que vous à ce niveau-là, parce que que ce soit sur les coiffures, le make-up, les bijoux, les vêtements, les chaussures, tout, il y a quelque chose de très, très travaillé chez toi et qui, en même temps, j'ai l'impression que des fois, je me dis, mais en fait, on a l'impression que c'est même pas si travaillé, que c'est naturel et que c'est juste que, voilà, il y a un flow, il y a une DA, il y a un style, quoi, qui est là. J'adore. Alors ça, sachez que c'est le meilleur compliment. Ça, et le fait que je sois drôle, ça, c'est les meilleurs... C'est les meilleures choses. Aussi. Non, alors... Bon, déjà, je suis congolaise. La culture de la sape. Je sais pas si les gens... Enfin, il y en a sûrement qui ont déjà entendu parler de ça, mais toi aussi, tu as déjà entendu parler des sapeurs congolais. Eh ben, pas de ouf. Donc, je suis très curieuse, pour le coup, que tu m'expliques un peu plus. Alors, enfin, les sapeurs, je vais les appeler ces tontons. Ces tontons. Mais qui te sortent, en fait, des costards, mais... bariolés, full couleur, des assemblages, de la fourrure, des bijoux, des chaussures, pas possible. Enfin, ils sont hyper excentriques, c'est très très marqué chez eux, et donc on les appelle les sapeurs. Et bon, moi je rigole avec ça, je suis pas une sapeuse, mais j'aime la sape énormément. Et en fait, ce truc de travailler, comment agencer les couleurs, en fait, je fais toujours c'est vrai que c'est travaillé dans mon esthétique, en tout cas c'est réfléchi. Alors je me prends pas la tête dissertation, mais enfin tu vois, par exemple là j'ai des cheveux avec 2 mèches roses devant. Je vais faire en sorte d'avoir un rappel rose quelque part avec dans ma tenue. Avec les paillettes roses sur tes yeux. Voilà. Déjà, où j'ai mon petit sac brique de lait rose. C'est mignon, ce petit sac, j'adore. J'adore le rose pour le coup. J'adore le rose aussi. J'adore le noir aussi, parce qu'il faut savoir que j'ai été gothique dans mon adolescence.
Donc, à mon avis, le dressing noir devait être bien rempli. Il était bien fourni, mais j'ai été gothique et kawaii en même temps, gothique Lolita. Donc, le rose, pour le coup, devait bien trouver sa place aussi. La dentelle, les trucs mimi. J'adore les animés, donc c'est un truc qui est présent aussi dans mes looks d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un lien entre, du coup, l'artiste que tu es et la mode, ou est-ce que tu fais par exemple vraiment un distinguo entre je suis artiste et du coup c'est ça, et il y a moi, comme je m'habille dans la vraie vie en tant que juste Sarah, quoi. C'est totalement lié. C'est pour lié, moi. ok, d'accord. Mais c'est pas dans une... Disons que j'ai très conscience que notre image joue un rôle dans notre métier. Alors, pas toujours le bon rôle, mais en tout cas, dans le travail que je fais de la mienne, j'ai envie qu'on sache qui je suis, qu'on comprenne ma personnalité en voyant mes outfits. Mais Sarah, dans la vie, est totalement liée à Kanzi, parce que c'est mon nom artistique. Avant, je les dissociais. Je voulais les dissocier, mais alors que pas du tout. C'est un mélange des deux. Ils sont totalement indissociables. Ma personnalité, je l'insuffle dans mon art. C'est super important pour moi. C'est pour ça que j'ai pas de page artistique et que je poste un peu tout et n'importe quoi, par exemple. Sur un même compte. Sur un même compte. Parce que j'ai essayé de dissocier et ça ne me plaît pas. Parce que pour moi, c'est un package. Et ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est un autre débat. Et évidemment que ça ne va pas plaire à certains et certaines et qu'à d'autres, ça va totalement parler. Mais je suis très très en paix avec ça. Mon esthétique, à moi, fait aussi partie de mon esthétique pro. Je sais par contre que parfois je dois lisser. Et ça, je l'entends. J'ai des piercings, des tatouages, etc. C'est sûr que sur certains projets, je peux pas me ramener avec ou des mèches roses ou ma tête rasée, décolorée d'il y a 3 mois. Enfin, oui, parce que tu sais, entre guillemets, faire la part des choses en disant, il y a mes projets solo où là, je vais vraiment être moi à 100%. Et puis après, il y a d'autres projets où là, si je dois interpréter un personnage, je vais aussi rentrer dans le costume du personnage. Du coup, je deviens une autre personne et c'est pas que c'est plus moi, mais dans un sens, voilà, c'est au service d'autre chose. Voilà, ça, j'allais dire, je me mets au service de l'œuvre et du personnage. C'est important. Après, moi, je serais ravie que de plus en plus, il y ait une ouverture sur les personnes alternatives, atypiques, excentriques. J'aimerais vraiment que tout le monde laisse libre cours à son excentricité, parce que c'est aussi Et je dis ça alors que je trouve quand même que mes looks se sont vachement assagis. J'ai des pointes d'excentricité, mais grosso modo, je peux me balader dans la rue. Ce sera plus comme quand j'avais 20 ans et que je me baladais avec des boots de 25 cm et une casquette de flic, quoi. J'adore. Une tenue totalement BDSM dans la rue, quoi, tu vois. On adore. Et en même temps, voilà, qui a dit que c'était interdit? Non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que je repense à des trucs que j'ai fait et je me dis, waouh. Voilà, pour moi, là, maintenant, je suis sage. Ouais, mais je comprends, oui, ce truc de... de toute façon, on a tous un peu ce moment-là aussi, quand on regarde comment on s'habillait avant, peu importe finalement où est-ce qu'on en était niveau mode, mais il y a toujours un petit... Ah oui. D'accord. Mais tu sais que j'ai pas de... On a tous eu des phases un peu chum, on va dire la vérité, mais j'aime me dire que j'insuffle quand même un peu toutes mes eras dans le style que j'ai maintenant. D'ailleurs, on m'a dit ça l'autre jour et ça m'a fait plaisir. On m'a dit, c'est marrant, t'as un style assez dark et en même temps... très pétillant c'est aussi. Très pétillant. Ouais, c'est vrai. Je me suis dit, c'est génial parce que c'est la pointe du côté gothique, un peu rock, etc. que j'avais avant, mais associé à ma pétillance et mon envie de couleur et j'aime bien mélanger les trucs. Et justement, j'allais dire que moi, je sais que ça me fait mal au cœur quand j'entends des personnes qui me disent
j'aimerais bien être comme toi, mais j'ose pas. Moi, j'ai toujours rêvé de m'habiller comme ça, mais je le fais pas. Faites-le! Ouais, c'est tellement important. Faites-le! En fait, ça nourrit tellement de choses. Et au contraire, ça éteint tellement de choses de ne pas le faire. Et puis en fait, t'arrives à la fin de ta vie et tu n'as que des regrets. C'est clair. En fait, c'est ça, c'est que c'est tellement important pour ne pas le faire dès maintenant. Parce que, voilà, au plus tôt on est soi-même finalement et je pense que au plus tôt ça contribue aussi à notre épanouissement, qu'il soit d'ailleurs artistique ou pas, hein, parce que là pour le coup je pense que c'est plus à un niveau général, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est marrant, moi j'ai vu quelque chose passer, je sais plus sur quel réseau social c'était, mais il montrait des photos un peu des robes à fleurs des années 60, etc., les couleurs, et après un parallèle avec ce qu'on porte maintenant aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu un truc où il y a de moins en moins de couleurs, une espèce d'uniformisation finalement, et c'est triste, et c'est marrant parce que moi, pour le coup, j'aime beaucoup la couleur. Et je sens aussi qu'il y a peut-être une partie de moi qui a un petit peu aussi édulcoré certaines choses, mais peut-être que c'était aussi l'envie d'avoir peut-être un style un peu plus sobre ou de... Je sais pas... J'ai vu qu'il y a une petite mutation et je pense qu'aujourd'hui j'aurais envie de revenir à quelque chose avec plus de couleurs finalement. De toute façon, j'ai envie de dire que t'es à la meilleure période pour ça, puisque on replonge vraiment tête la première dans les années 2000 et 90 en termes de mode. Donc c'est notre créneau, ma belle. Maintenant, voilà, on est là. Les millénials. Ça y est, c'est notre moment en force. Mais oui, ça fait plaisir. Alors, bien évidemment, je ne reprendrai pas tout ce qui constituait le dressing, parce qu'il y avait quand même des choses où on se dit, bon, ça, c'était peut-être pas le truc le plus valorisant, ou en tout cas, voilà, esthétiquement parlant, c'était peut-être c'est plus vraiment à notre goût, voilà. Mais il y a des choses, même dans les décennies encore avant, où je me dis, mais ça, en fait, c'est hyper stylé. Complètement. Et je me dis, en fait, je pense que là, maintenant, il faut y aller, parce que en fait, c'est un peu triste finalement de se dire, ok, allez, on va mettre un manteau gris ou noir ou beige ou marron avec un jean et avec un t-shirt blanc, une chemise noire ou bleu marine. Enfin, c'est très joli, hein. J'adore aussi ce côté sobre et classe parce que ça raconte aussi autre chose. Oui. Et c'est bien aussi de pouvoir être soi au-delà de ce qu'on porte. Mais quand même, je pense que comme tu l'as dit, la mode, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, quand je dis la mode, c'est plutôt le fait de pouvoir s'exprimer par le biais de la mode, des vêtements, etc., du maquillage, de la coiffure. Bah là, en plus, moi, j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps. Je sais que toi aussi, au niveau des cheveux, il y a eu beaucoup de changements. Donc, tout ça, c'est nous aussi. Ça reste hyper important, finalement, ce genre de choses. Oui. Quand même. Et on n'est pas en train de descendre les personnes qui auraient une esthétique, c'est quand même important de le préciser, dans des tons neutres ou des trucs plus simples, etc. Parce que c'est aussi un style de dire, moi je suis classique, j'aime bien. Surtout, il y a des personnes, on voit qu'effectivement, elles le portent très bien, etc. En fait, je pense que c'est plutôt d'être cohérent. Moi, avec soi. Et c'est ça, dans ma personnalité, je sais qu'il y a un truc de couleur quand même. Il y a un truc où j'ai besoin d'aller dans des teintes un peu, qui vont être un peu plus dans quelque chose qui va être un peu catchy ou et puis encore une fois, ça va dépendre aussi des moments et c'est bien aussi de savoir varier. En fait, tu peux totalement switcher. Ça aussi, c'est un truc qui est venu avec les années. Avant, surtout ado, t'as l'impression que tu dois avoir un style et t'y tenir et qu'il y a tout un... Et c'est pas totalement faux, qu'il y a effectivement un mindset qui va avec certains courants. C'est pareil, encore une fois, même les fringues, c'est politique. Bien sûr. Donc, évidemment qu'il y a plein de choses derrière. Mais aujourd'hui, si vraiment il y a un jour où j'ai envie de foutre des grosses chaînes, des chaussures à plateforme, et d'avoir un look... hyper marqué, et puis le lendemain sortir en full beige classique avec mon petit impair sur moi, je n'ai aucun problème à switcher et à me dire que c'est totalement ok de faire ça. C'est vraiment juste important d'être en phase avec soi-même, son énergie, son mood, et de faire ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est comme tu disais, de s'exprimer et de laisser sa personnalité s'exprimer. C'est ça qui est important.
Peu importe les morphologies aussi, c'est aussi important de le souligner. Évidemment. Parce que vous ne me voyez pas, mais alors j'ai eu tous les physiques du monde, mais je suis plutôt dodue. Et le nombre de fois où on m'a dit « Ah, mais tu peux pas porter ça parce que t'es trop grosse. » Il y a des gens vraiment qui t'ont dit ça, là comme toi et moi on se parle, qui t'ont dit « Tu peux pas porter ça parce que… » Complètement. C'est fou. Complètement. Mais ça, parce que quoi d'ailleurs, ils te disaient quoi? Parce que t'as pas la taille qu'il faut, parce que t'as pas la morphologie, la corpulence qu'il faut? Mais ça, les millennials, on a vraiment été, je pense, alors de tout temps, le corps de la femme a été mis à mal et objectifié. Mais les années 90-2000, c'était l'enfer de la grossophobe. C'était dans un extrême qui était complètement ahurissant. Ouais. C'était une personne qui faisait une taille 38-40 était considérée comme grosse, énorme. Oui, non, mais là, c'est-à-dire que même les normes, les repères, ça devenait n'importe quoi. Ouais. Ça devenait n'importe quoi. Ouais, et il faut savoir que moi, j'ai souffert d'obésité pendant mon adolescence, et puis j'ai souffert d'anorexie. Alors, j'étais très très mince physiquement, mais j'ai pas atteint un stade visuel, en tout cas, qui paraissait maladif, entre guillemets. Mais donc, je souffrais quand même vraiment. J'ai eu beaucoup de troubles alimentaires. Mais évidemment que... et ça, en plus, c'était dans ma phase anorexique. C'est ça qui était complètement fou. Il faut savoir que j'étais très mince et j'étais très complexée de mes genoux. Parmi 10 000 autres complexes. Mais il y avait ce truc dans les années 90, encore une fois, de ces femmes avec des super longues jambes et des genoux assez dessinés, quoi. Les Adriana Carambeu avec des jambes de 1m20, machin. Et puis moi, j'étais là du haut de mon 1m64 avec mes gros genoux, enfin, mes genoux dodus, même en étant mince. Et je me rappellerai toujours la maman d'un ex, j'arrive en jupe et elle me dit « Oh, mais tu dois pas porter ça avec les jambes que t'as. Hein. Tu devrais porter des trucs plus longs, faut cacher tes genoux. Ouais. Et tes cuisses, faut cacher tes cuisses. » Alors que maintenant, c'est très drôle parce que pour rien au monde, je voudrais avoir des jambes extrêmement fines ou fines. J'adore avoir des grosses cuisses, des grosses fesses. Mais parce qu'à un moment donné, c'est juste notre corps, en fait. Oui. Et c'est fou que... Mais c'est vrai qu'en fait, on s'étonne de les réflexions. Et puis en fait, après, on se rappelle, on dit bah oui. Mais en fait, moi aussi, c'est des choses que j'ai pu entendre sur d'autres trucs. Et puis même, c'est des choses que j'ai pu me dire à un moment donné. Moi, je pensais que j'avais des épaules, des gros bras, des choses comme ça. Et puis encore une fois, il y a ce truc des fois, c'est pas forcément ce qu'on croit voir dans le miroir qui est véridique, mais quand bien même ça le serait. Enfin, quel est le problème? C'est notre corps et le corps fluctue. Bien sûr, aussi. Et chacun a sa morpho, chacun a ses cycles hormonaux, chacun a ses cycles de vie émotionnelle, de maladie, il y a plein de choses qui peuvent faire bouger un corps. Et Puis c'est des sujets qui sont tellement sensibles parce qu'effectivement, le poids peut avoir aussi un lien effectivement avec l'état de santé. Complètement. Donc il faut aussi être très précautionneux, je trouve, quand on... déjà d'aller faire des remarques, des choses comme ça, je trouve que ça peut être extrêmement inapproprié. Et après, comme tu dis, au-delà de ça, quand il y a une personne qui est dans un parcours médical ou qui souffre d'un vrai trouble alimentaire, en fait, il vaut mieux, je veux dire, moi, je préfère être la personne qui va essayer de savoir comment elle va, plutôt que de lui donner des conseils sur une apparence, alors que on s'en fiche, en fait, c'est pas ça la priorité. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des choses qui, malheureusement, ça fait partie aussi du diktat, de l'économie de la minceur, l'économie de la peau parfaite, l'économie de tellement de choses. Ce truc doit vraiment être désamorcé de gros mauvaise santé, mince, bonne santé, parce que c'est absolument faux, déjà. Et je veux aussi ne pas opposer la grosseur à la maigreur parce que dans un sens comme dans l'autre, les remarques me dérangent profondément. C'est extrêmement violent dans les deux cas. Moi, quand on me disait « Ah, mais t'inquiète, les hommes préfèrent les vraies femmes comme toi oh là là. » Mais ferme-la aussi. En fait, pourquoi une femme du coup mince ou une femme qui a moins de poitrine ou pas de poitrine ou qui a un corps menu, c'est pas une femme du coup ? Enfin...
Ah, mais il y a énormément de femmes très minces qui effectivement ont été complexées qui par en ça. souffrent énormément. En fait, c'est horrible qu'on t'enlève ta féminité juste parce que t'as le malheur d'avoir un corps fin. Oui. Enfin, c'est encore une fois, à qui ça dérange ? Mais en plus, encore une fois, c'est tout et son contraire. Bien sûr. Tu n'as pas de poitrine, t'es pas une femme. T'as beaucoup de poitrine, t'es vulgaire. Enfin, t'as pas de forme, t'es pas une femme. T'as des formes, tu peux pas porter ça. Parce que ça aussi, je l'ai eu. Au-delà de t'es trop grosse pour porter ça, c'est pas esthétique. Si tu portes ça, vu que t'as des formes, ce sera vulgaire. Qui a décidé ? C'est toujours on y revient toujours. En fait, c'est toujours le même prisme. On revient au patriarcat. On revient en fait à la vision. Oui, et finalement, on se dit, mais depuis le Moyen-Âge, est-ce qu'on a... Alors, on a évolué sur plein de choses, mais il y a quand même des trucs où on se dit, il serait temps que là, qu'on passe la 2, en fait, parce que malheureusement... Oui. Mais pour moi, c'est ce que tu disais, en fait, oui, c'est tout et son contraire, parce que je pense qu'il y a une forme de... Oui, comme on dit, l'économie, le marché de l'esthétique, et il comprend la chirurgie, il comprend tellement de choses, les vêtements, les crèmes, tout ce qui... Tout. En fait, je pense que l'intérêt, c'est qu'effectivement, on se sent toujours imparfaite, peu importe le corps qu'on a. Et que même si on arrivait à ressembler au Photoshop de l'idéal de ce qui est fait, etc., il y aurait toujours un truc qui ne va pas. C'est jamais bien. Mais ce n'est jamais... Mais de toute façon, je peux te le confirmer, puisque je l'ai vécu, puisque comme je disais, j'ai eu toutes les morphologies jusqu'à présent. Quand j'ai été en surpoids, c'était « Ah, mais t'es trop grosse ». Et quand j'ai maigri, « Oh, ça ne te va pas du tout. Ce n'est pas du tout dans ta morpho, ça te ressemble pas. T'es trop maigre maintenant. » De quoi je me mêle ? Foutez-moi la paix. En fait, vraiment. Et foutez la paix aux gens, parce que là, c'est la même chose. Maintenant, on est en train de retourner, alors heureusement, malheureusement, dans... une era 90-2000 en termes de morphologie. Donc, on va remettre à nouveau en avant une minceur assez prononcée. Alors, c'est super pour les personnes qui sont naturellement minces, mais ça va être à nouveau extrêmement violent pour les personnes grosses et pour les personnes rondes et pour les personnes qui vont sortir à nouveau de ce de ce critère-là. Mais tu vois, on retourne vers cette ère de minceur / maigreur. Donc, plein de personnalités publiques qui étaient grosses ou minces sont encore plus minces / maigres, et on leur en fout plein la gueule aussi, en les traitant de cadavres, de squelettes, de machin, de t'es trop maigre, t'es ceci. Ah, mais toi, t'étais l'image du body positif, donc tu n'as pas le droit de maigrir. Mais encore une fois, ça aussi, hein, c'est assez aberrant. C'est une injonction aussi, donc ça n'a aucun sens. Enfin, tu peux continuer à véhiculer la body positivité en changeant ton corps comme tu l'entends. Enfin, c'est propre à chacun et chacune. En fait, pour moi, ça me paraît tellement simple que pour moi, c'est toujours aberrant que ces sujets soient toujours des sujets. C'est tellement simple dans mon esprit que tant que ça n'atteint pas la liberté d'autrui, tant que ça ne violente pas autrui, chacun et chacune fait ce qu'elle veut. Ben oui. Point. C'est... Drop the mic. Non, mais... Pourquoi a-t-on ce besoin de donner son avis sur tout et n'importe quoi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça fout à Jean-Michel d'avoir une voisine obèse ? Qu'est-ce que ça change à sa vie, à lui ? Et je dis ça aussi, du coup, en ayant vécu l'obésité, en étant toujours une personne en surpoids actuellement. Les gens ont des miroirs, hein, les gens ont des yeux. Les gens ont parfaitement conscience de l'état physique dans lequel ils sont. Mais c'est marrant parce que tu parles de miroir. Moi, je pense que c'est ça qui se passe, en fait. C'est que les personnes agissent sur nous comme des miroirs. Et malheureusement, quand les gens crachent de la haine sur le corps de l'autre, c'est qu'ils se crachent la haine qu'ils ont pour eux-mêmes. Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'en fait, on se rend compte à quel point il y a énormément de personnes qui sont... qui vraiment se haïssent, qui se haïssent physiquement, qui se haïssent peut-être sur d'autres choses, sur eux-mêmes.
qui ont un besoin presque, on parlait de l'ego tout à l'heure, c'est finalement, est-ce que c'est pas le moment d'y revenir, ou l'ego par volonté de se protéger dans un système un peu archaïque, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne, va contre-attaquer en balançant tout ce qu'il peut, en essayant de se protéger, mais c'est qu'une illusion, parce que critiquer quelqu'un ne te fera jamais te sentir mieux. Exactement. En fait, c'est ça, encore une fois. Pour moi, descendre les autres, que ce soit pour se faire mousser soi-même ou faire mousser quelqu'un d'autre, parce que, ça, comme je le disais, ça existe aussi, tu démontes une partie de la population pour en valoriser une autre. Oui. Pour moi, c'est insensé. C'est insensé et ça ne mène à rien à part à effectivement plus de haine, plus de peur, plus de repli sur soi-même. Et ça, on y est à fond, malheureusement. Complètement. Dans un repli sur soi. Et c'est un truc que moi, j'essaye de casser parce que j'ai failli tomber là-dedans, dans un truc où je me disais, mais en fait, ce monde est dégueulasse. Ce monde est infâme. Je ne le supporte plus. J'ai eu des années d'idées noires, pour parler très sincèrement. J'ai vraiment eu des années où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Je ne sers à rien. Je peux pas faire changer. Je comprends tellement ce sentiment. Qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire dans un monde comme ça où il y a déjà tellement de choses qui sont complexes, voire insoutenables. Oui, il y a ce truc un petit peu parfois, de comment va-t-on faire en sorte que tout ça puisse se rétablir, se remettre d'aplomb, parce qu'il y a clairement des choses où en plus on sent vraiment que c'est une forme de shift. Enfin, il y a quelque chose qui sombre. Et parfois c'est pas toujours évident de se dire non, en fait là je continue à croire en ce que, parce qu'il y a une forme de vérité qui est très très profonde, et on se dit c'est ça en fait, il y a quelque chose une forme de lumière qu'on a besoin aussi de diffuser, parce qu'en fait si on le fait pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va disparaître à tout jamais. Après chacun le ressent comme il veut, mais je comprends en tout cas cette difficulté là. Et moi pour le coup, je pense que un peu biberonné aussi à Disney, etc. Il y a ce truc chez moi de l'espoir, et je pense que chez toi aussi, il y a ce truc où on a envie d'y croire. Pour tout, que ce soit pour notre vie personnelle, pour nos réussites, mais on a aussi envie de croire que le monde juste va aller mieux, parce qu'en fait, c'est ce qui aussi, c'est ce qu'on a envie qui se passe, tout simplement. Et parce qu'en soi, c'est vrai. C'est-à-dire que même si il y a une tonne de choses absolument horribles, il y a des choses très belles. Oh oui. Elles existent. Il y a des avancées. Elles sont peut-être minimes aux yeux face à l'immensité du monde. Mais parce qu'on les valorise pas suffisamment. Voilà. Aussi. C'est le shift que j'ai fait, justement. Mais ça tient aussi de ce truc de se nourrir soi-même pour arriver à revoir le positif et la beauté autour. Je sais que moi, j'ai dépensé énormément d'énergie à syndrome de l'infirmière, de la sauveuse, du messie, presque. Faut que je sauve le monde, mais pour sauver le monde, il faut quand même se solidifier ses épaules et être en phase avec soi-même. Il y a déjà tellement à faire avec soi. Voilà. C'est vrai. Donc, je me suis dit, en fait, sauve-toi toi-même, déjà. Et puis que les autres aussi, c'est aussi une mission pour eux de se sauver eux-mêmes, et que si on commence à vouloir... ça, je l'ai compris il y a pas très longtemps, mais quand parfois on veut aider les autres, en fait, on les prive aussi d'une forme d'autonomie. Exactement. Et en fait, des fois, la meilleure chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui laisser la liberté de pouvoir agir pour lui-même directement. Tout à fait. Mais tout à fait. Et ça, je l'ai vécu dans les deux sens. J'ai dû lâcher des personnes dans ma vie qui étaient dans un cycle qui s'arrêtait jamais. Ça m'a coûté, mais ces personnes vont mieux. Et moi-même, j'ai dû vivre la perte, l'abandon, la rupture, etc. pour me rendre compte d'à quel point je me reposais, en fait. J'utilisais parfois des gens comme des béquilles en me disant que j'étais incapable de faire quoi que ce soit par moi-même, que j'avais une dépendance qui n'est... c'est un peu le contraire.
J'essaye de retrouver l'équilibre. Mais bien sûr, de toute façon, c'est tout le temps ça. Hein. C'est un peu à droite, un peu à gauche, c'est le curseur qui bouge. Là, je suis un peu trop indépendante. Donc voilà. Mais c'est des périodes. C'est des périodes. Voilà. Et tout finit par se réajuster. Et puis je dis ça, mais je me sens quand même très, très centrée, axée, sereine. Sereine. Si j'avais pensé qu'un jour je dirais que je me sens sereine. C'est bien, c'est beau. Ouais. Mais alors du coup c'est rigolo parce que là donc on a beaucoup parlé de ton parcours avant, de tout ce que tu as pu traverser justement dans les formations, dans les études, ton parcours personnel. Là aujourd'hui maintenant donc c'est ton métier. Il y a ce projet d'EP dont tu nous as parlé. Ouais. Qu'est-ce que tu te souhaites finalement artistiquement et aussi on va dire humainement, c'est-à-dire que là aujourd'hui dans ton métier, qu'est-ce qui t'intéresse de faire, qu'est-ce qui te fait envie? Comme je te le disais, créer. Ouais. Créer, c'est vraiment mon moteur. J'adore participer au projet des autres, mais porter moi-même des choses et comment dire, construire, chérir, accoucher d'un projet, bébé, vraiment, enfin d'un bébé, que ce soit un EP ou un spectacle. Et quand je dis ça, ça peut être solo, mais aussi en compagnie, parce que je suis quand même quelqu'un, j'adore l'énergie d'une troupe. Ouais. J'adore connecter avec des gens et mélanger les univers. En tout cas, là, je te parle plus d'objets théâtraux. Oui, parce que tu faisais partie aussi d'une compagnie de théâtre. Ouais, l'Office national des parcs et jardins, ONPJ. Et on a tourné plusieurs années avec un spectacle qui s'appelle Précisément par hasard et qui a vraiment... nourrit énormément ce truc de création et de choses en mouvement parce qu'il faut savoir que le concept de ce spectacle c'était 30 pièces courtes en 60 minutes. Beau challenge. Voilà. Ouais. Et l'ordre était défini par le public. Donc, il y avait des numéros d'1 à 30 au plafond et ils criaient 1, 2, 6. Et en fait, c'est tellement stressant. C'est tellement stressant, mais c'est tellement génial à faire. Et après, de ça, ont découlé 2 autres spectacles et finalement une forme de scission de compagnie. Mais donc, après, on est parti sur un autre spectacle qui s'appelait précisément Queer, qui s'appelle maintenant Infiniment Queer, qui était aussi sur ce système de pièces courtes sur un temps donné et défini par le public, mais sur des enjeux du coup liés à la communauté LGBTQIA+, des enjeux queer et donc politiques. Et ça aussi, c'était très, très beau. Ouais. Puis c'est chouette parce que là, oui, c'est des projets. Nous, en plus, on s'est rencontrés sur un contrat à Disneyland Paris, sur la Dream Factory. Ouais. Là, tu es aussi encore à Disney sur Mickey et le Magicien. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont complètement différentes. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu t'épanouis autant dans l'un que dans l'autre. Enfin, c'est encore une fois ce que tu disais, d'être pluriel et de toucher à tout. On en revient à ça, finalement. Et en fait, c'est ce truc, c'est cette balance, ce mélange très cool de divertissement, enfance, magie et à côté enjeux politiques, de société, humains. Ce que j'ai oublié de préciser aussi dans ces 2 spectacles de compagnies différentes, c'est que on ne joue pas de personnages dedans. C'est nous qui ne parlons que de sujets. Alors, ça peut être des sujets qui touchent le monde, hein, mais c'est notre vision. C'est un sujet de société via notre prisme à nous. Et puis, ça peut aussi être quelque chose d'hyper intime. Et ça, c'était super intéressant, ce travail de trouver sa légitimité quand tu parles de toi. À la base des bases, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens vont en avoir à foutre de cette anecdote de ma vie ou de ce ressenti que j'ai. Et finalement, tu te rends compte que
que ce soit pour moi ou n'importe quel autre membre de la compagnie, ça fait toujours écho chez quelqu'un. Et qui a cette pluralité en plus des formes, parce que c'est pas que du théâtre, hein, c'est deux spectacles, il y a du chant, des formats vidéo, des formats audio, de la danse, ça peut prendre vraiment toutes les formes. Et c'est un mélange de sensibilité artistique et de personnalité humaine et artistique aussi. Et alors c'est très drôle parce que des fois les gens ils vont tirer 6 pièces d'une même personne. Ah oui, toutes les combinaisons sont possibles. Ouais. Et changent totalement la couleur du spectacle. J'imagine. Du coup. Et en plus de ça, on fait sauter à la fin des représentations, on fait sauter des pièces et on doit les changer pour la semaine suivante. Les gens lancent des dés. Enfin, tu vois, t'as ce truc en mouvement constant qui... Ouais, ça c'est un sacré truc quand même, hein, parce que ça fait aussi appel à plein de choses où justement, c'est vraiment le côté spectacle vivant où ça évolue, ça bouge. Il faut être prêt à tout, quoi, quelque part. C'est un peu ce truc-là. Et en fait, c'est terrifiant et en même temps, ça a été pour moi, qui ne fait plus partie de l'ONPJ et de précisément par hasard maintenant, mais qui aurait sans doute infiniment queer. Mais pareil, je pense que je serais un élément un peu flottant. Moi, j'ai aidé le bébé à prendre son envol. Et puis j'espère, je lui souhaite de voler très très loin et longtemps. Et je pense que ce sera le cas. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, excuse-moi. Oh, pas de souci. Oui, tu disais par rapport au fait que tu l'avais fait, que tu l'avais aidé à démarrer. Ah oui, voilà. Oui, je disais que même le projet dont je ne fais plus partie maintenant, en fait, ça a été un vrai terrain de jeu et un truc qui a énormément nourri mon processus créatif et que je peux insuffler, aussi fou que ça puisse paraître, dans des infrastructures comme Disney ou comme dans des trucs qui sont beaucoup plus cadrés. En fait, cette liberté immense et ce truc de création, de pouvoir rebondir tout le temps, forcément, du coup, quand tu arrives dans un endroit cadré, parfois tu peux te dire « Ouh, je me sens un peu à l'étroit », mais tu peux aussi te dire « Purée, je peux rebondir sur n'importe quoi ». Peu importe ce qui arrive, s'il y a une tuile technique, s'il y a une tuile de quoi que ce soit, si j'ai un trou, oui, tu rebondis, en fait. Oui, ouais, tu peux rebondir et c'est hyper rassurant comme sensation. Et en fait, tout communique tout le temps. Et ça, c'est très, très cool. Ouais, c'est sûr. Et du coup, une dernière petite question un petit peu... imagée, on va dire, par rapport à ton EP, donc qui est en préparation. Ouais. D'accord, c'est ça. Si tu devais donner des mots-clés pour nous en faire un petit teasing et pour justement par rapport à tous ces univers que tu as pu appréhender, explorer, etc. Voilà, est-ce qu'il y a des mots comme ça qui te viennent un peu en tête pour nous donner un petit aperçu ? Alors, on a déjà, je rappelle, eu le titre Clair-Obscur. Ouais, et qui est vraiment, c'est une énorme clé déjà. Vraiment, c'est de lecture de cet EP. Et en plus, je dis EP, si ça se trouve, ce sera un album. Ça dépend ça dépend. Mais je dirais introspection, amour. Ça tourne énormément autour de l'amour. Racine. Ok. Mélancolie, folie, sensualité, sexualité, et contraste. Oh, c'est chouette. Ça donne envie, hein, tout ça. On dit waouh. Mais c'est trop bien. Et puis c'est toi, quoi. En tout cas, de ce que... Oui. Ça, forcément, là, ça va être un concentré de... J'espère que je pense quand même que c'est assez représentatif de moi. Après, tu sais, voilà, t'as ce truc où des fois, je voudrais partir en exploration de certains styles. Par exemple, là, j'ai encore rien mis de métal dessus. C'est très... rap, new soul, variété, on va dire. Mais je sais que je veux mettre
inclure aussi quelque chose. Je veux inclure quelque chose et je cherche juste le bon liant pour pas qu'on ait un... Oui, que ce soit d'un coup un espèce de grand écart. Après, ça me ressemble aussi, hein, oui, donc pas, voilà. Mais oui, j'ai pas envie de sortir un truc qui va me frustrer, où je me dirais je me suis trop enfermée, où je me suis cantonnée. Donc voilà, je cherche encore les dernières épices. Trop bien. Manquantes. Mais j'espère J'adore la métaphore. Je pense que ça me correspondra bien en tout cas. En tout cas, ça promet et trop hâte de découvrir. Et surtout, merci de nous en avoir parlé aujourd'hui de cette façon. Merci d'ailleurs pour tout cet échange qui était tellement passionnant, tellement spontané aussi, tellement vrai. Enfin, j'ai pu quand même poser les questions qui me tenaient à cœur, mais en même temps, il y a des choses que tu as naturellement amenées. Donc, vraiment un grand, grand merci, Massara. C'était un grand plaisir. Merci à toi, c'était trop cool. C'était la première fois que je participais à un podcast. Et je franchement, suis honorée. Vraiment, c'est super. C'est très cool comme exercice. Je suis très contente. Alors, si tu as passé un bon moment. Ouais, vraiment, merci. Et puis j'espère que vous aussi, auditrices, auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde! C'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si ces thématiques vous ont plu, vous pouvez retrouver le compte Starlettres sur Instagram. Vous avez plein de billets autour de ces différents sujets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve ici le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt!